Une pauvre fille a embrassé un millionnaire par erreur, et sa réaction l'a laissée sans voix. Le vent de l'automne s'infiltrait entre les immeubles serrés du 12e arrondissement de Paris, soulevant les feuilles rousses qui dansaient dans les ruelles comme des souvenirs égarés. Le ciel, d'un gris pâle, promettait une matinée fraîche et sans indulgence. Au détour de la rue de Charenton, les passants se hâtaient, emmitouflés, pressés de rejoindre leurs obligations matinales. Parmi eux, Camille et Laurent couraient. Ses pas résonnaient sur les pavés irréguliers, tandis qu'elle tenait fermement une sacoche de papier remplie de dossiers administratifs, quelques médicaments et une lettre écrite à la main, soigneusement pliée. Une mèche de cheveux auburn échappée de son bonnet trahissait son agitation. Elle jetait régulièrement un coup d'œil à l'écran fissuré de son téléphone, lisant à la hâte un message de son collègue qui lui annonçait que l'ascenseur de l'asile était de nouveau en panne. Cela voulait dire monter 3 étages avec les plateaux du petit déjeuner à la main. Elle grimaça. À peine avait-elle levé les yeux qu'elle atteignait la rue de Wattignies, plus étroite, bordée de petits commerces encore fermés. Camille accéléra le pas, le souffle court, les joues rosies par le froid. Elle savait qu'elle allait être en retard, et la directrice de l'établissement n'était pas connue pour sa patience. Elle resserra son écharpe, s'apprêtant à tourner brusquement à gauche, au coin où d'ordinaire elle retrouvait Hugo, son collègue de nuit, qui lui passait parfois les consignes avec un café à la main. Sans réfléchir, pressée et distraite, elle leva les yeux juste à temps pour voir une silhouette masculine approcher, dans l'angle opposé. Grand, vêtu d'un long manteau sombre, l'homme marchait d'un pas tranquille, les mains dans les poches. Dans son élan, Camille crut reconnaître la stature d'Hugo, et sans réfléchir davantage, elle tendit les bras pour le saluer avec familiarité. Le contact fut immédiat. Le sac de papier s'écrasa légèrement contre le torse de l'homme, et ses bras entourèrent brièvement un corps qu'elle n'avait jamais touché auparavant. Le parfum, subtil mais étranger, la frappa en premier. Puis la texture du tissu, une laine visiblement plus chère que n'importe quelle veste d'infirmier, la fit reculer d'un pas. Elle leva les yeux, figée, les joues en feu. Ce n'était pas Hugo. Ce n'était même pas quelqu'un qu'elle avait déjà croisé dans le quartier. L'homme la fixait, surpris mais calme. Son regard, d'un gris trouble, ne montrait ni colère ni amusement. Juste une sorte de curiosité tranquille. Ses traits étaient nets, élégants, sans ostentation. Il devait avoir une quarantaine d'années, et tout en lui, posture, regard, silence, évoquait un monde très éloigné du sien. Camille ne dit rien durant une seconde interminable. Elle sentit son cœur battre plus fort, mais pas de la bonne manière. Elle voulut s'excuser, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Finalement, elle recula d'un pas précipité, manquant de faire tomber la sacoche. « Pardon », murmura-t-elle enfin. « Je croyais que vous étiez quelqu'un d'autre. » Elle baissa les yeux, ramassa ce qui avait glissé du sac sans même vérifier et tourna les talons. Sans un mot de plus, elle se mit à marcher rapidement, puis à courir à nouveau, comme si ce geste pouvait effacer l'erreur. Elle n'osa pas se retourner. L'homme resta là quelques instants, immobile. Il regarda la silhouette de la jeune femme s'éloigner, puis baissa les yeux vers le trottoir. Quelque chose avait glissé de la sacoche et flottait doucement à ses pieds, porté par une brise légère. Il se pencha et ramassa une feuille pliée, une lettre manuscrite au papier jauni. Il la garda dans sa main quelques secondes sans l'ouvrir, le regard perdu dans le vide. Puis, lentement, il fit demi-tour sans dire un mot. À plusieurs rues de là, Camille ralentissait enfin. Elle se sentait idiote, agitée. Ce n'était qu'un moment, une erreur de jugement, un simple accident. Mais quelque chose dans ce regard l'avait troublée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle entra au foyer, salua à peine la réceptionniste et monta sans un mot les escaliers, tentant de chasser de son esprit ce matin étrange. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le moment qu'elle cherchait à oublier venait d'en déclencher un autre, prêt à bouleverser ce qu'elle croyait figé dans sa routine. Le lendemain, la brume du matin avait laissé place à un ciel pâle, presque translucide, suspendu au-dessus des toits parisiens comme un drap humide. Vincent Marchand, vêtu d'un manteau anthracite parfaitement taillé, marchait d'un pas calme dans une allée bordée de platanes, aux feuilles tombantes. Il avait cette façon de se mouvoir qui trahissait l'habitude du contrôle, le genre d'homme qui évite les mouvements superflus, chaque pas calculé, chaque respiration discrète. Mais ce matin-là, quelque chose dans son attitude trahissait une légère dissonance. Dans sa main gauche, il tenait une lettre,
papier jauni, écriture droite et sans fioriture, mais empreinte d'une sincérité qu'il avait trouvée dérangeante. Il l'avait lu une fois en rentrant chez lui, dans le silence parfait de son appartement au dernier étage d'un immeuble haussmannien surplombant le fleuve. Il l'avait lu une deuxième fois, après avoir fait couler un café qu'il n'avait même pas goûté, et une troisième fois avant d'aller se coucher, incapable de s'arracher aux mots. Ce n'était pas une lettre destinée à lui. Elle ne l'interpellait même pas directement. Mais elle avait pénétré une partie de lui qu'il croyait blindé depuis longtemps. La scène du matin précédent restait gravée dans son esprit avec une netteté irritante. Cette femme, Camille, comme il l'avait découvert en fouillant à peine, l'avait heurté physiquement, oui, mais pas de la manière brutale ou inattendue qu'on imagine lors d'un accident de rue. Elle l'avait heurté avec douceur, sans violence, avec un geste d'une humanité si rare qu'il en avait été figé. Et ce qu'il avait ressenti durant les quelques secondes de ce contact imprévu l'avait dérouté plus qu'il ne l'aurait avoué à quiconque. Il repassait le moment encore et encore. Son parfum léger, l'urgence dans son regard, la chaleur de ce bref contact, et surtout le silence. Ce silence après l'étreinte accidentelle, qui n'avait duré que quelques battements de cœur, mais avait suffi à créer une faille dans son armure. Lui, l'homme qui signait des contrats à 8 chiffres sans sourciller, qui éteignait toute émotion superflue par réflexe, avait été désarmé par une inconnue dans une ruelle banale d'un arrondissement qu'il traversait rarement. Le souvenir de la voix de Camille, mal assurée, s'excusant et fuyant, l'avait fait sourire. Pas de peur, pas de supplication, juste une gêne sincère. Et pourtant, il n'avait pas pu répondre tout de suite. Ces mots avaient mis du temps à se frayer un chemin dans sa gorge. C'était inattendu, mais réconfortant. Il se souvenait encore de la manière dont elle avait tressailli à cette phrase, comme si à ses propres oreilles, cela sonnait étrange, et c'était effectivement étrange, même pour lui. Il n'avait pas pour habitude de qualifier un contact physique non sollicité de réconfortant. Mais ce jour-là, il avait ressenti quelque chose de si rare qu'il ne trouvait pas d'autres mots. Camille s'était déjà éloignée, emportée par la honte ou peut-être par le tumulte de son quotidien. Elle ne savait pas qui il était, et cela lui avait procuré une étrange sensation de liberté. Depuis des années, Vincent avait appris à lire entre les lignes. Les regards calculés, les sourires intéressés, les poignées de main trop longues, tout cela faisait partie de son quotidien. Mais dans ce geste maladroit, il n'y avait eu aucune attente, aucune arrière-pensée. Juste une erreur. Et, parfois, pensait-il, ce sont les erreurs qui révèlent le plus sur la nature des gens. De retour dans son bureau, il déposa la lettre sur le bois verni de son immense table, entre deux piles de documents fiscaux et un ordinateur portable à l'écran en veille. Il lissa la feuille du plat de la main, relut une phrase « Nous n'avons pas besoin de luxe, mais de dignité ». Une phrase simple, mais qui, dans le contexte de cette lettre destinée à un mécène inconnu, prenait une résonance puissante. Il pouvait presque entendre la voix de Camille en lisant ces mots. Pas celle de l'excuse pressée, mais une voix intérieure, droite, résignée, combative. Elle demandait de l'aide sans se rabaisser, sans marchander son intégrité. Il envoyait si peu des comme elle. La plupart des demandes qu'il recevait, directement ou par son réseau, cherchaient à attendrir, à charmer, à flatter. Celle-ci, en revanche, posait les faits. Des résidents âgés, des lits qui grincent, des repas qui manquent de variété, des soignants épuisés. Pas de tragédie enjolivée, pas de pathos fabriqué. Juste une réalité nue, posée avec une honnêteté presque brutale. Vincent, qui n'avait jamais connu la pauvreté extrême, mais avait grandi sans luxe, ressentait un respect instinctif pour ceux qui faisaient beaucoup avec peu. Ce respect, il l'avait dissimulé sous des couches de protocole, de distance, professionnelle, de cynisme discret. Mais cette lettre, comme le geste de Camille, avait écorché la surface. Il prit une profonde inspiration, se leva et alla se poster devant les grandes baies vitrées qui donnaient sur le fleuve. Les péniches passaient lentement, indifférentes à ses états d'âme. Il observa son propre reflet dans la vitre, costume impeccable, visage rasé de près, regard encore trouble. À l'intérieur, pourtant, il se sentait moins net, moins défini. Quand son assistante entra pour lui rappeler une réunion avec un investisseur texan, il lui fit signe qu'il avait besoin d'une minute. Elle referma doucement la porte sans poser de questions. Il n'était pas du genre à être interrompu,
Mais aujourd'hui, quelque chose le poussait à ralentir. Il se rassit et fit glisser la lettre vers lui. Puis, il prit son téléphone et envoya un message codé à un de ses collaborateurs, les plus discrets. Rien d'intrusif, juste une vérification d'usage. Nom de la femme, lieu de travail, historique public. Il n'aimait pas le mot « enquêter ». Il préférait « comprendre » avant d'agir. Mais une chose était certaine. Ce matin-là, dans une ruelle grise de Paris, il avait ressenti un besoin qu'il n'éprouvait plus depuis longtemps, celui d'aller au bout d'un geste désintéressé. Et Camille, sans le savoir, venait de réveiller en lui une part qu'il pensait définitivement endormie. 2 jours s'étaient écoulés depuis ce matin étrange, mais pour Camille, les heures s'étaient empilées, comme des couches de fatigue, sur ses épaules déjà lourdes. À l'intérieur de l'asile Saint-Roch, le bruit des pas hésitants sur le carrelage, les appels des résidents et les alarmes discrètes des moniteurs cardiaques composaient une bande-son permanente à laquelle elle s'était habituée au fil des années. Pourtant, depuis l'incident de la rue, quelque chose en elle restait tendu, comme si un détail invisible l'empêchait de respirer complètement. Elle se souvenait parfaitement de l'homme qu'elle avait accidentellement enlacé. Pas son... Non, bien sûr, ni son rôle dans ce monde, mais le souvenir de ce visage était resté gravé avec une netteté presque dérangeante. Le regard de cet inconnu, la manière dont il avait accueilli son geste sans agressivité ni moquerie, la phrase étrange qu'il avait prononcée, tout cela s'était logé dans une zone sensible de sa mémoire. Mais elle avait d'autres préoccupations. Le chauffage du 2e étage fonctionnait mal. Une des résidentes refusait de manger depuis 3 jours et la cuisine manquait de légumes frais. Elle n'avait pas de temps pour rêvasser sur un inconnu, aussi troublant fût-il. Ce n'est que le soir, en triant quelques documents oubliés sur son bureau étroit, qu'elle réalisa qu'il manquait une chose. La lettre. Celle qu'elle avait glissée dans sa sacoche le matin du choc. Une lettre adressée à un fonds caritatif, rédigée avec soin et hésitation, relue une dizaine de fois avant d'être imprimée. Une lettre qu'elle n'avait pas eu le courage d'envoyer par mail, préférant la confier à la poste traditionnelle. Elle se leva précipitamment, fouilla sa sacoche, retourna ses poches, chercha entre les dossiers. Rien. Elle comprit alors que la lettre était tombée lorsqu'elle avait percuté l'homme. L'idée qu'il ait pu la ramasser la frappa d'un mélange de gêne et d'angoisse. Elle ferma les yeux un instant, imaginant cet homme, élégant et mystérieux, lisant ses mots maladroits. Elle revoyait les phrases simples qu'elle avait utilisées. « Nous savons que les temps sont difficiles, mais les soins humains ne doivent pas devenir un luxe. » Elle se souvenait avoir effacé plusieurs tournures trop pathétiques, voulant éviter la pitié. Elle avait voulu montrer la réalité, brute, sans artifice. Et maintenant, cette lettre était dans les mains d'un inconnu. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce même inconnu, installé dans un fauteuil de cuir noir dans un bureau silencieux, donnant sur la Seine, tenait cette lettre comme un fragment précieux d'un monde auquel il n'appartenait plus depuis longtemps. Vincent Marchand n'avait pas eu besoin d'attendre les résultats de l'enquête discrète qu'il avait ordonnée. À la lecture de la lettre, il savait déjà que cette femme, Camille Laurent, n'était pas du genre à tendre la main à la légère. Elle écrivait avec cette retenue des gens qui ne s'attendent plus à être écoutés, mais qui parlent quand même par devoir ou par fierté. Il avait lu les mots encore et encore, incapable de les laisser reposer. Et ce qui le fascinait plus encore que le contenu, c'était ce que la lettre ne disait pas. Elle ne contenait aucune mention personnelle, aucun détail sur celle qui écrivait. Tout était centré sur les autres, les pensionnaires, les aides-soignants, les équipements usés. Elle parlait des vies des autres avec un soin qui trahissait un oubli de soi. Il y avait là une forme d'abnégation rare, presque violente. Dans le monde de Vincent, les mots étaient des armes ou des outils. Ils servaient à convaincre, à manipuler, à vendre, mais ceux de Camille étaient comme des pierres posées l'une après l'autre pour bâtir un pont vers quelque chose de plus humain. Il en fut touché presque à contre-cœur. La nuit suivante, il avait rêvé d'un couloir blanc et d'une silhouette qui s'éloignait lentement, sans se retourner. Il savait que ce rêve n'avait rien d'anodin. Il n'était pas homme à s'attacher aux hasards, et encore moins à se laisser influencer par une émotion. Pourtant, l'image de Camille, son odeur de pluie, la pression brève de ses bras, le timbre vacillant de sa voix, tout cela avait brisé une routine intérieure qu'il croyait inviolable. Il posa la lettre sur son bureau et se leva. Le
Parquet crissa légèrement sous ses pas, détail rare dans cet environnement où tout était prévu pour éviter le bruit. Il marcha jusqu'à l'immense baie vitrée et regarda les lumières de la ville, celles qui brillaient encore dans les immeubles lointains, les lampadaires dessinant des lignes jaunes sur l'eau sombre. Il se demanda depuis combien de temps il n'avait pas lu une lettre écrite à la main. Depuis l'université peut-être, ou avant. Il se souvint du dernier mot de la lettre, « dignité », un mot presque oublié dans le lexique des affaires. Il le prononça à voix basse, comme pour en tester la solidité. Il résonna dans la pièce avec une force inattendue. C'était donc cela ce qu'elle défendait. Non pas une cause, ni un besoin, mais une idée, une valeur. Et lui, depuis quand n'avait-il pas défendu une idée plutôt qu'un chiffre? Il se rassit, rouvrit la lettre, la relut encore. Puis, il prit un stylo et nota une date sur l'enveloppe, comme on le fait avec les choses que l'on veut garder. Il ne savait pas encore ce qu'il allait en faire. Mais il savait que cette lettre ne serait pas ignorée. Pas cette fois. Le lendemain matin, sans prévenir personne, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il quitta son appartement tôt, seul, et prit la route du 12e arrondissement, cette fois sans chauffeur, sans escorte. Il voulait voir de ses propres yeux. Pas un rapport, pas une photo, la vraie lumière, les vraies voix. Et pendant ce temps, Camille, dans un silence routinier ponctué par les appels des pensionnaires, commençait sa journée sans savoir que son geste involontaire avait allumé une mèche lente, mais dont la flamme déjà se rapprochait dangereusement de son quotidien. Dans les étages supérieurs d'un immeuble moderne, situé non loin du pont de Grenelle, le bureau de Vincent Marchand offrait une vue vertigineuse sur les reflets du fleuve qui serpentait au cœur de Paris. Le matin, les vitres laissaient entrer une lumière pâle, presque froide, que seul un regard attentif pouvait trouver belle. Ce matin-là, Vincent se tenait devant cette transparence, la main gauche plongée dans la poche de son pantalon, tenant dans l'autre la lettre de Camille, pliée avec soin et posée sur un coin du bureau depuis plusieurs jours. Il l'avait déjà lue un nombre incalculable de fois, mais elle n'avait pas perdu son pouvoir de le troubler. Elle était là, silencieuse, comme un rappel tenace de quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Il n'y avait pas de musique dans la pièce, seulement le bourdonnement discret des serveurs dans la salle attenante. Ses collaborateurs arrivaient peu à peu et les réunions de la journée s'annonçaient denses. Négociation sur un projet. Immobilier à Lyon, signature d'un partenariat avec une start-up de biotech, révision du portefeuille d'investissement pour le trimestre. Tout était en ordre, fluide, efficace. Et pourtant, une fissure invisible dans cette mécanique parfaite s'était ouverte avec l'apparition de Camille Laurent. Vincent était un homme organisé, méticuleux, presque obsessionnel dans sa manière de gérer le moindre détail. Il détestait les imprévus, mais ce qu'il détestait encore plus, c'était l'idée qu'un événement extérieur puisse le bouleverser sans qu'il en comprenne la mécanique. C'est pourquoi, ce matin-là, il avait décidé de ne plus rester spectateur. Il voulait savoir. Pas pour se rassurer ou satisfaire une curiosité passagère, mais parce que ce simple contact de quelques secondes avait éveillé en lui quelque chose d'archaïque, presque oublié, le sentiment que certaines choses méritaient d'être explorées sans but financier, sans retour sur investissement. Il appela discrètement un membre de son équipe, Paul, un ancien journaliste reconverti en analyste pour la fondation caritative que Vincent finançait en marge de ses affaires. Paul était connu pour sa discrétion et sa capacité à obtenir des informations sans éveiller le moindre soupçon. Il lui demanda de trouver des renseignements sur une certaine Camille Laurent, employée dans un établissement pour personnes âgées du 12e arrondissement. Aucun détail supplémentaire ne fut donné. Paul, habitué à ces requêtes sibyllines, hocha la tête et disparut sans poser de questions. Quelques heures plus tard, un dossier succinct fut déposé sur le bureau de Vincent. Il ne contenait rien de sensationnel. Nom, âge, fonction, parcours scolaire simple, aucun antécédent juridique, aucun lien direct avec des personnalités publiques. Une vie ordinaire, discrète, presque invisible. Pourtant, chaque ligne résonnait comme une confirmation silencieuse de ce qu'il avait ressenti instinctivement. Camille avait travaillé dans cet asile depuis plus de 6 ans, souvent au-delà de ses heures, connu pour son calme et son sens du devoir. Une phrase griffonnée à la main dans un rapport interne l'avait particulièrement marqué. Ne parle pas beaucoup, mais quand elle s'engage,
elle ne lâche rien. Ce profil contrastait radicalement avec ceux qu'il croisait habituellement. Les gens de son monde savaient parler, séduire, convaincre. Camille, elle, savait faire. Et elle le faisait sans chercher l'approbation, sans réseau, sans ambition sociale. Cela l'intriguait. Il se rendit compte que ce n'était pas seulement sa lettre ou son geste qui l'avait touché, mais bien l'idée qu'une telle personne existait encore dans cette ville, saturée de performance. Vincent se laissa tomber dans son fauteuil, fit tourner lentement la chaise face à la baie vitrée. Il se souvenait de la rue où tout avait commencé, de ce coin anonyme où une femme pressée l'avait pris dans ses bras par erreur. Il revoyait son regard affolé, sa voix tremblante, le moment où elle s'était détournée comme si elle avait voulu fuir le monde entier. Et maintenant, il savait son nom. Camille. Il aurait pu envoyer un don, un virement anonyme, via l'une de ses nombreuses structures philanthropiques. C'eût été simple, rapide, efficace, mais quelque chose l'en empêchait. Ce qu'il cherchait, au fond, n'était pas de réparer une injustice ou d'acheter une conscience tranquille. Il voulait comprendre pourquoi cette femme, dans une rue quelconque, avait réussi en un instant à le désarçonner comme aucun conseil d'administration n'y était parvenu depuis plus de 10 ans. Ce besoin de comprendre n'était pas rationnel. Il n'avait rien à voir avec un projet d'entreprise, ni même avec un acte altruiste. C'était une impulsion, une faille dans la cuirasse. Et plutôt que de la colmater, il avait décidé de la suivre, de voir où elle le mènerait. Il savait aussi que Camille était méfiante. Le ton de sa lettre ne laissait aucun doute. Elle ne faisait pas facilement confiance, surtout aux puissants. Elle n'attendait rien d'eux. Il faudrait donc l'approcher avec justesse, sans arrogance, sans fausse modestie. Il ne voulait pas la convaincre, encore moins la séduire. Il voulait simplement lui parler, la regarder en face, lui dire qu'il avait lu sa lettre et qu'elle avait résonné au-delà des mots. Vincent n'était pas un romantique. Il n'avait jamais cru aux élans du destin ou aux rencontres qui changent une vie. Mais il avait appris à reconnaître les signaux faibles, ceux qui précèdent les vraies mutations. Et cette fois, tout en lui disait que ce qu'il avait ressenti ne pouvait pas être ignoré. Ce n'était ni une lubie, ni une distraction. C'était une intuition profonde, presque physique. Il referma le dossier, le rangea dans le tiroir de droite qu'il utilisait rarement. Puis, il sortit une carte sobre, sans logo, où son nom était inscrit en lettres noires, et la glissa dans la poche de son manteau. Il n'avait pas encore décidé ce qu'il allait dire exactement, mais il irait. Il voulait la revoir dans son environnement, sur son terrain, pas pour juger ni pour intervenir, juste pour écouter, et peut-être, au fond, pour retrouver une part de lui-même qu'il avait abandonnée depuis trop longtemps sur le quai d'une autre époque. Une époque où les gestes simples avaient encore un poids, où les mots sincères pouvaient encore ébranler un homme qui croyait ne plus rien sentir. 2 jours plus tard, un matin de fin d'octobre aux nuances brumeuses, la lumière peinait à filtrer à travers les nuages tassés au-dessus du 12e arrondissement. Camille, emmitouflée dans un manteau beige un peu élimé, refermait lentement le grand portail vert de l'asile Saint-Roch après avoir aidé une résidente à entrer. La grille grinça comme à chaque fermeture et le bruit familier semblait annoncer une journée comme les autres. Pourtant, quelque chose dans l'air, ou peut-être dans le silence entre 2 sons, laissait entendre que ce jour n'allait pas suivre le même cours que les précédents. Elle ajusta son écharpe, prête à remonter l'allée gravillonnée en direction du bâtiment principal, lorsqu'un mouvement à la lisière de sa vision attira son attention. Un véhicule noir, aux vitres teintées et aux lignes discrètes, venait de s'arrêter à quelques mètres du portail. Ce n'était pas un modèle tape à l'œil, mais l'élégance sobre de sa carrosserie et la précision de son stationnement indiquaient qu'il ne s'agissait ni d'un taxi, ni d'une voiture de famille. La portière s'ouvrit dans un silence presque étudié, et de l'habitacle sortit le même homme que Camille avait croisé, ou plutôt percuté, dans cette rue étroite 2 jours plus tôt. Il portait un manteau sombre, sobrement coupé, et une écharpe grise roulée autour du cou. Aucun signe extérieur de richesse ostentatoire, rien qui trahissait sa probable position sociale, sauf peut-être la manière tranquille qu'il avait de poser les pieds sur le sol, comme s'il connaissait déjà les lieux. Camille, figée, à côté du portail, sentit son souffle ralentir sans qu'elle ne le veuille. L'homme s'avança de quelques pas sans précipitation. Lorsqu'il fut assez près, il s'arrêta,
la salua d'un simple hochement de tête et sortit de la poche intérieure de son manteau une feuille soigneusement pliée. Sans un mot, il la lui tendit. Elle reconnut immédiatement la lettre. « Vous avez laissé ceci tomber, dit-il calmement. » Camille, déconcertée, prit la lettre avec précaution, comme si le papier lui brûlait les doigts. Elle leva les yeux, vers lui, prête à bafouiller des excuses ou à poser des questions, mais il la devança. « Je l'ai lue, ajouta-t-il, pas par curiosité mal placée, mais parce que elle est tombée devant moi, et je n'ai pas pu m'empêcher. » Elle cligna des yeux hésitants entre l'embarras et une forme confuse de gratitude. Elle voulait répondre quelque chose, mais il poursuivit, d'une voix égale, presque douce. « Je m'appelle Vincent Marchand. » Le nom résonna dans l'air comme un caillou lancé dans une eau calme. Ce n'était pas un nom inconnu. Camille l'avait entendu, vaguement, à la radio ou dans des articles qu'elle ne lisait jamais, vraiment jusqu'au bout. Un nom lié à des entreprises, à des projets urbains, à des chiffres qui flottaient bien au-dessus de son quotidien. Et pourtant, le visage devant elle n'avait rien d'un homme de pouvoir dans la caricature, ni arrogance, ni froideur. Juste une présence étrange, contenue. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» demanda-t-elle, méfiante malgré elle. « Pour vous rendre votre lettre d'abord, répondit-il, et aussi pour vous dire que ce que vous avez écrit a eu un effet sur moi. Ce n'est pas fréquent. Alors je voulais en parler avec vous, si vous acceptez. » Camille le fixa, perplexe. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle pensait à tous, les moments où des promesses avaient été faites à son lieu de travail sans jamais être tenues. Elle connaissait la lassitude des espoirs déçus. Et surtout, elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme lui se donnait la peine de venir ici en personne, sans caméra, sans attaché de presse. « Vous êtes venu juste pour parler d'une lettre ?» répéta-t-elle, incrédule. « Pas seulement. J'aimerais aider. Pas en mon nom personnel, pas pour qu'on m'accueille en bienfaiteur, juste aider. Comme vous le décrivez dans votre lettre, dignement, efficacement, discrètement. » Le mot « discrètement » éveilla en elle une étincelle de défiance, mais aussi une curiosité qu'elle ne parvint pas à contenir. Elle jeta un coup d'œil vers le bâtiment où les vitres embuées révélaient l'agitation intérieure du service de soins. Elle savait que si quelqu'un comme lui entrait dans cette réalité, il verrait des choses que peu de gens acceptaient de regarder en face. Elle ne voulait pas le laisser croire que son aide serait simple, ni lui donner l'illusion que son argent suffirait. « Vous savez dans quoi vous mettez les pieds ?» demanda-t-elle un peu sèche. « Non, admit-il sans détour. Et c'est précisément pour cela que je suis venu. Pour comprendre. » Camille le jaugea encore. Elle n'avait pas le luxe de refuser de l'aide, mais elle refusait d'en devenir tributaire. Elle craignait les dettes invisibles, les faveurs, qui deviennent des chaînes. Mais dans le regard de cet homme, elle ne vit ni calcul ni condescendance. Seulement une patience étrange, presque déplacée. « Très bien, souffla-t-elle enfin. Vous voulez comprendre? Alors venez. Mais pas aujourd'hui, ce matin c'est le jour des bains. Et croyez-moi, ce n'est pas un spectacle pour les curieux. » Vincent esquissa un sourire presque imperceptible, hocha la tête comme un élève à qui l'on donne un rendez-vous. Il tendit une carte de visite blanche, sobre, sans slogan. Juste un nom, un numéro. Si vous changez d'avis, ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a aucun engagement, aucun retour attendu. Elle prit la carte, la rangea sans la regarder, puis tourna les talons pour retourner à l'intérieur. À travers la vitre, elle jeta un dernier regard vers le portail. L'homme n'était plus là. La voiture aussi avait disparu comme si rien ne s'était passé. Mais elle sentait encore dans sa main le contact du papier et dans l'air froid du matin, l'écho d'une rencontre qui n'avait rien eu d'ordinaire. Le lendemain, un voile gris recouvrait les toits de Paris et la pluie tombait en silence, traçant des sillons discrets sur les vitres embuées de l'asile Saint-Roch. Camille, fatiguée mais toujours droite dans ses gestes, entrait dans la salle commune pour aider une résidente à s'installer pour le petit déjeuner. Elle n'avait pas parlé de la visite de Vincent Marchand à ses collègues, ni à la directrice, ni même à elle-même intérieurement. Elle avait glissé la carte de visite dans une pochette de son sac, sans la regarder depuis. Pourtant, elle la sentait présente, comme une tension invisible entre les pages de sa routine. Alors qu'elle ajustait la couverture d'un fauteuil, roulant, la réceptionniste du rez-de-chaussée apparut à la porte, l'air incertain, tenant une enveloppe dans la main. « Camille, il y a un courrier à ton nom, mais il n'est pas passé par la poste. »
Intriguée, Camille s'essuya les mains sur sa blouse et prit l'enveloppe. Aucune mention d'expéditeur. Le papier était épais, ivoire, et portait simplement son prénom. Elle l'ouvrit d'un geste prudent. À l'intérieur, une lettre manuscrite, brève, signée VM. « Camille, je ne suis pas homme à insister là où je ne suis pas invité, mais je crois fermement que certains gestes méritent d'être poursuivis, même s'ils commencent par une erreur. Je souhaiterais proposer un soutien financier à l'asile Saint-Roch, de manière confidentielle, sans que mon nom soit associé à quoi que ce soit. Cela n'engage à rien. Je suis prêt à en discuter si vous acceptez. Vincent. » Elle relut le texte plusieurs fois comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. L'écriture était ferme, sans arabesque, droite, comme celle de quelqu'un qui allait au but sans détour. Son cœur battait plus vite, mais pas d'émotion, plutôt d'alerte. Une offre comme celle-ci ne venait jamais sans conséquence. Elle connaissait trop bien les dynamiques de pouvoir, même dans ses formes les plus subtiles. Derrière les sourires polis, il y avait souvent une attente, un prix caché. Et ce Vincent, même s'il s'était montré respectueux, restait un homme de ce monde qu'elle observait de loin, sans y appartenir. Pourtant, elle n'avait pas l'intuition qu'il mentait. Il n'avait pas cherché à impressionner. Il avait même reculé quand elle avait refusé une visite. Et maintenant, il écrivait à la main, comme s'il voulait prouver qu'il était sincère, ou du moins, qu'il avait pris le temps. Elle rangea la lettre dans la même pochette que la carte et continua sa journée, occupée, tendue, distraite. Le soir venu, en rentrant chez elle, elle retrouva son petit appartement sous les toits, modeste mais ordonné. Elle posa ses clés sur la table, fit chauffer de l'eau pour un thé et s'installa sur le canapé. La carte et la lettre devant elle. Elle les regardait comme on observe une pièce d'un puzzle dont on n'a pas encore trouvé le cadre. Elle ne répondit pas ce soir-là, ni le lendemain. Mais au bout de 3 jours, entre 2 réunions d'équipe et une commande de médicaments à moitié annulée, elle prit son téléphone et composa le numéro. Il répondit lui-même, sans filtre, sans secrétaire. Marchand. Elle hésita une seconde. C'est Camille, Camille Laurent. Un silence bref. Puis, merci d'avoir appelé. Elle se racla la gorge, droite comme une flèche. Je veux comprendre. Ce que vous proposez. Pourquoi vous le faites? Je le fais parce que j'ai lu votre lettre. Parce que ce que vous avez écrit mérite d'exister autrement que dans un tiroir. Et parce que je peux aider. Sans publicité, sans retour. J'en suis capable, donc je le fais. Mais vous ne me devez rien. Justement, c'est ce qui rend cette proposition différente. Un nouveau silence. Camille inspira profondément. Elle accepta de le rencontrer à nouveau, mais dans un lieu qu'elle choisirait, à l'heure qu'elle déciderait. Elle voulait garder la main. Ils se retrouvèrent 2 jours plus tard dans un petit café proche de la place Félix-Éboué. L'endroit n'était pas à la mode, ni particulièrement charmant, mais il était calme, modeste, et les serveurs y étaient discrets. Camille arriva la première, s'installa à une table au fond, loin des regards. Vincent entra 5 minutes plus tard, sans manteau luxueux, vêtu simplement. Il s'assit sans s'imposer, lui adressa un léger sourire. Pas de poignée de main, pas de tentative de familiarité. Leur échange fut franc, presque abrupt par moments. Camille posa des questions claires. D'où venait l'argent? Quelle serait la forme de la donation? Y aurait-il des conditions, des attentes? Vincent répondit avec la même clarté, un fonds privé, créé pour des initiatives sociales sans contrepartie. Aucun nom attaché, aucun contrôle de gestion, juste un suivi pour s'assurer que les ressources parviennent aux bénéficiaires. Camille l'écoutait, sceptique, mais impressionnée malgré elle par la précision de ses réponses. Il n'essayait pas de la convaincre, il exposait, et il concluait toujours ses phrases par des points, jamais par des promesses. À la fin, elle ne dit ni oui, ni non. Elle lui tendit simplement la main, ce qu'elle n'avait pas fait à leur première rencontre, et dit « Si je décide de continuer cette conversation, ce sera à mes conditions. » Il accepta d'un hochement de tête, puis se leva. Avant de partir, il sortit une petite enveloppe. « Ce n'est pas un chèque, juste mon adresse. Si un jour vous voulez voir ce que je fais de mes mains, et pas seulement de mon argent. » Il déposa l'enveloppe sur la table, salua et sortit sans se retourner. Camille resta là quelques minutes, le regard perdu dans sa tasse vide. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait une chose. Cet homme ne cherchait pas à l'acheter. Il l'avait vu, et dans ce monde-là, c'était déjà une forme rare de respect. Les jours suivants s'écoulèrent.
comme des vagues régulières sur la surface tendue de la vie de Camille. L'automne s'installait avec insistance, ses teintes cuivrées envahissant les rues de Paris, tandis que les premières brumes du matin se mêlaient au souffle discret des chaudières vieillissantes du foyer Saint-Roch. Le quotidien, avec sa cadence familière, reprit ses droits. Camille, fidèle à elle-même, continua son travail avec la même rigueur, la même attention portée aux gestes les plus simples, relever un résident tombé de sommeil sur sa chaise, veiller à ce que les traitements soient administrés à temps, consoler discrètement une pensionnaire qui pleurait la nuit sans raison apparente. Pourtant, derrière ses yeux calmes, une tension grandissait, faite d'attentes silencieuses et de questions inavouées. Elle n'avait pas donné de réponse claire à Vincent, et lui, fidèle à sa promesse, n'avait pas cherché à la relancer. Mais il y eut bientôt des signes, subtils, discrets, comme des cailloux blancs semés sur son chemin. Un matin, elle découvrit dans l'arrière-cour de l'asile un petit camion de livraison qui déposait plusieurs cartons soigneusement étiquetés. Draps neufs, couverture thermique, trousses de premiers soins, produits d'hygiène. La directrice, surprise, crut d'abord à une erreur, mais les documents d'accompagnement étaient en règle, signés au nom d'une fondation inconnue, spécialisée dans le soutien aux établissements médico-sociaux. Aucun logo clinquant, aucune publicité. Les jours suivants, d'autres livraisons suivirent. Des denrées alimentaires fraîches, des équipements pour les soins, même quelques fauteuils roulants de qualité. Camille observait tout cela avec une méfiance croissante, mêlée à une gratitude qu'elle n'osait pas formuler. Elle n'avait aucun doute sur l'origine de ces dons. Elle n'avait pas besoin de confirmation. Elle reconnaissait la main de Vincent dans cette précision, dans cette retenue presque élégante. Il n'était pas revenu, n'avait pas envoyé de message. Il agissait à distance, sans bruit, sans chercher à se faire voir. Cette absence d'affichage, au lieu de la rassurer, l'agaçait. Camille n'aimait pas les dettes implicites, même celles qui ne se disaient pas. Chaque fois qu'un résident recevait une couverture plus chaude, chaque fois qu'un plateau repas comportait une soupe préparée avec des légumes frais au lieu de la poudre habituelle, elle se sentait à la fois soulagée et prise au piège. Elle savait que ces améliorations étaient nécessaires, qu'elles faisaient une réelle différence. Mais elle se demandait aussi quel pouvoir cela conférait à celui qui les offrait, et pourquoi cela l'ébranlait à ce point. Elle aurait pu laisser passer, ignorer, faire comme si. Mais quelque chose en elle refusait de se taire. Un soir, alors que les derniers soins étaient donnés et que les couloirs se vidaient, elle se rendit dans la salle de repos, sortit l'enveloppe que Vincent lui avait laissée et lut l'adresse. Ce n'était pas un bureau de verre avec vue sur la Défense, mais une rue paisible dans le 11e arrondissement, un ancien atelier réhabilité. Elle hésita quelques instants, puis rangea l'enveloppe dans son sac. Le lendemain, après son service, elle prit le métro et descendit à la station la plus proche. L'endroit était discret, sans plaque. Une simple porte grise avec une sonnette. Elle appuya. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit. Un jeune homme lui sourit, sans surprise. « Camille Laurent ?» Elle hocha la tête, surprise. « Il m'a dit que vous viendriez peut-être. Entrez, s'il vous plaît. » À l'intérieur, l'espace était vaste, lumineux. Pas luxueux, mais agencé avec soin. De grandes tables en bois, des outils, des matériaux de construction. Des bénévoles réparaient des objets, triaient des dons, assemblaient des kits de premiers secours. Une atmosphère de travail, de simplicité, de calme. Vincent apparut au fond de la pièce, vêtu d'un pull foncé et d'un jean. Il s'avança vers elle, sans empressement. « Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt, » dit-il. « Je voulais voir, » répondit-elle simplement. « Voir ce que vous faisiez de vos mains. » Il ne dit rien. Il la guida à travers l'atelier, lui présenta les projets en cours. Des meubles pour des familles relogées, des équipements pour des hôpitaux de campagne, des formations pour des jeunes en insertion. Rien de spectaculaire, rien qui ferait la une d'un magazine, mais du concret, de l'utile. Camille observait, posait quelques questions. Vincent répondait avec exactitude, sans chercher à impressionner. Lorsqu'ils revinrent près de la porte, elle se tourna vers lui. « Pourquoi tout cela ? Pourquoi pas simplement continuer à faire ce que vous faisiez déjà, les grandes... À faire ? Les grands projets ?» Il haussa les épaules. « Parce que je suis fatigué de signer des contrats qui n'améliorent que les chiffres. Parce que j'ai grandi dans un monde qui n'attendait rien de moi, et que si aujourd'hui je peux rendre un peu de ce que j'ai reçu,
« Je veux le faire à ma manière. » Elle le regarda, cherchant la faille. Il n'y avait ni larmes, ni discours. Juste une vérité nue posée là. « Vous m'énervez, dit-elle finalement. » Il sourit sans ironie. « C'est bon signe, non ?» Elle esquissa un sourire en coin, sans répondre. Sur le chemin du retour dans le métro bondé, elle repensait à l'atelier, aux bénévoles, à l'énergie calme qui y régnait. Les dons continuaient d'arriver à l'asile, mais désormais, ils avaient un visage. Et ce visage, contre toute attente, commençait à lui sembler moins étranger. Quelques jours après sa visite à l'atelier, alors que les couleurs de l'automne s'étaient intensifiées dans les parcs et les squares de Paris, Camille commença à remarquer quelque chose d'inédit dans sa routine. Une forme d'attente. Une attente qu'elle n'avait pas choisie, mais qui s'était glissée dans les interstices de ses journées. Elle ne se l'avouait pas, bien sûr. Elle continuait à travailler avec la même application, à répondre aux besoins des résidents, à participer aux réunions hebdomadaires de l'asile. Mais il suffisait que le téléphone vibre dans sa poche ou qu'un courrier inhabituel arrive à la réception pour qu'un sursaut intérieur, qu'elle s'efforçait de maîtriser, la trahisse. Cette attente prit une forme concrète. Un jeudi matin, alors qu'elle rangeait des archives dans une salle humide du sous-sol, une enveloppe au papier épais, pliée en deux et glissée dans sa case personnelle, portait une écriture qu'elle reconnaissait maintenant sans hésiter. Elle la prit, hésita à l'ouvrir puis la glissa dans sa poche. Ce n'est qu'en fin de journée, dans le calme de la cuisine de son appartement, qu'elle décacheta le pli. À l'intérieur, un court message, manuscrit « Camille, je sais que les gestes directs ne sont pas toujours bienvenus. Mais j'aimerais vous inviter à dîner. Un lieu simple, loin du bruit, où l'on peut parler sans cravate. Si vous refusez, je comprendrai. V. Aucun lieu, aucune date. Juste une invitation ouverte, posée comme une main tendue sans forcer. » Camille relut le message plusieurs fois, cherchant entre les lignes une attente dissimulée, une intention déguisée. Mais il n'y avait rien de cela. Juste une phrase, une ouverture. Elle réfléchit pendant 2 jours, pesant chaque argument, chaque instinct. Finalement, elle répondit. Une carte postale, anonyme, choisie dans un kiosque de quartier où elle écrivit simplement « Montmartre, dimanche soir, 20h, si cela vous convient ». Elle n'y ajouta ni prénom, ni signature. Juste un lieu, 1 heure. Elle déposa la carte dans la boîte aux lettres de l'atelier, sans sonner. Le dimanche venu, elle choisit avec soin sa tenue. Pas pour plaire, mais pour ne pas trahir qui elle était. Un manteau en laine foncée, une robe simple, des bottes usées mais solides. Elle ne se maquillait que rarement, mais ce soir-là, elle ajouta un trait léger sous les yeux. Elle quitta son appartement en début de soirée, le cœur battant, à un rythme qu'elle n'aurait pas su expliquer. Arrivée devant le restaurant qu'elle avait choisi, une petite adresse cachée entre 2 ruelles escarpées de Montmartre, elle sentit une tension familière lui nouer la gorge. La devanture était élégante, discrète, mais les reflets à l'intérieur révélaient un raffinement qu'elle n'avait pas anticipé. Nappe blanche, lumière tamisée, serveur en veston. Un monde qui ne lui appartenait pas. Elle s'approcha, vit son reflet dans la vitre, puis recula. Une bouffée de doute, de malaise. Elle s'imagina entrer, être regardée, évaluée, jugée. Elle pensa à Vincent, à son calme, à son aisance. Elle se vit à sa table, hors de place, trop tendue pour manger, trop lucide pour se détendre. Alors elle fit demi-tour. Sans précipitation, mais avec une décision froide. Elle descendit les marches, tourna au coin de la rue, marcha sans se retourner. Elle erra quelque temps dans les rues du quartier, les mains dans les poches, regardant, les vitrines fermées, les passants emmitouflés, les couples accoudés aux rambardes. Puis elle prit le métro silencieuse, évitant les regards. À son retour, il était près de 22 heures. Elle monta lentement les escaliers jusqu'à sa porte, inséra la clé, poussa le battant. Un craquement discret se fit entendre sous ses pieds. Elle baissa les yeux. Un petit paquet posé devant la porte l'attendait. Elle le ramassa, referma la porte derrière elle. À l'intérieur, sur la table de la cuisine, elle déballa le contenu. Un petit pain rustique, légèrement tiède. Encore, une fleur d'anémone violette et un billet plié avec soin. Sur le papier, une seule phrase écrite à la main. « J'ai pensé que vous préféreriez peut-être quelque chose de plus simple. » Camille resta un moment debout, figée, le billet entre les doigts. Elle sentit un poids se déplacer en elle lentement. Pas un regret,
Pas une culpabilité, mais quelque chose de plus complexe. De la reconnaissance, peut-être, ou une forme de compréhension muette. Elle mangea le pain, lentement, debout devant l'évier. Elle posa la fleur dans un petit verre d'eau et elle garda le billet qu'elle glissa dans un tiroir sans le relire. Ce soir-là, elle comprit que Vincent n'attendait rien, et c'est précisément ce qui la déstabilisait, car il ne cherchait pas à la convaincre ni à gagner. Il était juste là, en retrait, mais toujours à la bonne distance. Et dans ce geste silencieux, elle avait ressenti quelque chose d'inattendu, la possibilité peut-être d'un lien qui n'aurait pas besoin de se justifier. Le ciel de novembre s'était installé comme un couvercle de cendres au-dessus de Paris. Dans les rues, les passants se hâtaient, frôlant les vitrines illuminées sans vraiment les regarder, chacun enveloppé dans son propre silence. Camille aussi semblait porter ce silence comme un manteau invisible. Depuis la nuit du pain rustique et de la fleur déposée devant sa porte, quelque chose en elle avait bougé. Non pas une décision, pas encore, mais une inclinaison, un glissement, intérieur vers une curiosité moins défensive, plus ouverte. Elle ne l'avait pas rappelé. Vincent non plus n'avait rien envoyé, et pourtant tous deux semblaient avoir compris que leur dialogue ne se jouait pas dans l'immédiateté. Les mots étaient rares, les gestes comptés, mais chaque interaction semblait s'enraciner plus profondément dans quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. Camille décida de visiter l'adresse que Vincent lui avait laissée dans la dernière enveloppe. Pas l'atelier qu'elle avait déjà vu, mais un autre lieu, mentionné sans emphase dans un second message qu'elle avait trouvé glissé dans la boîte de l'asile. Il s'agissait d'un centre social situé à la limite entre le 11e et le 20e arrondissement. Un quartier souvent ignoré des cartes postales, mais vivant, mélangé, brut. Elle s'y rendit un vendredi après-midi, en prenant soin de ne prévenir personne. L'endroit ne ressemblait pas à un projet de millionnaire. Façade décrépie, grille partiellement rouillée, intérieur animé par des voix jeunes, parfois criardes. Mais dès l'entrée, une atmosphère particulière flottait dans l'air, celle d'un lieu utile, actif, nécessaire. Une femme d'une 50aine d'années, en blouse tachée de peinture, l'accueillit avec un sourire franc. « Vous cherchez Vincent ? Il est derrière, avec les petits. » Camille traversa plusieurs couloirs jusqu'à une grande salle où une demi-douzaine d'enfants couraient autour d'une table encombrée de feuilles, de pots de colle et de crayons cassés. Au centre, debout, Vincent portait une chemise retroussée aux manches, les mains recouvertes de peinture bleue, et un sourire qu'elle n'avait jamais vu dans les articles ou les photos de presse. Il leva les yeux, la vit, et son sourire se transforma en un geste de la main, comme une invitation silencieuse. Elle s'approcha, prudente, et il l'introduisit aux enfants avec simplicité. « Voici Camille, une amie. » Le mot la surprit, mais elle ne le corrigea pas. Elle s'assit près d'un garçon qui essayait de dessiner un vélo sans roue arrière, et sans un mot, elle l'aida à compléter les lignes. Plus tard, alors que les enfants avaient quitté la pièce et que le silence s'était installé, entre les murs fatigués du centre, Camille et Vincent s'assirent sur un banc de bois brut dans la cour intérieure. Les feuilles mortes formaient un tapis irrégulier autour d'eux, et l'air sentait le métal et le vent. « Je ne vous imagine pas souvent dans ce genre d'endroit, » dit-elle. « J'y ai passé une bonne partie de ma jeunesse, » répondit-il sans détour. Ce centre n'était pas aussi organisé à l'époque, mais il existait déjà. Ma mère m'y envoyait après l'école. Elle travaillait tard, parfois 2 emplois à la fois. Camille tourna légèrement la tête vers lui. C'était la première fois qu'il parlait de son passé. « Vous étiez seul ?»« Oui. Mon père est parti tôt, ma mère est morte quand j'avais 17 ans. Une embolie. Soudain. J'ai dû finir le lycée seul. Ensuite, j'ai obtenu une bourse, étudier la finance. Mais c'est ici que j'ai appris à survivre. » Il parlait d'une voix calme, sans fioriture, comme s'il récitait une histoire qu'il avait longtemps gardée pour lui. « C'est pour ça que vous faites tout ça maintenant? Pour rendre ce qu'on vous a donné ?» Il haussa les épaules, regardant le ciel couvert. « Peut-être, ou parce que je sais ce que c'est que d'avoir froid en hiver, ou de se sentir invisible, ou de manger seul. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle sentait quelque chose d'ancien en elle résonner à ces mots. Elle pensait à son propre père, absent depuis sa naissance, à sa mère, femme discrète et courageuse, morte d'un cancer lorsqu'elle avait à peine 20 ans. Elle avait dû arrêter ses études, travailler dans une maison de retraite, puis dans une autre,
jusqu'à trouver sa place au foyer Saint-Roch. Elle connaissait le goût du manque, pas dans sa forme spectaculaire, mais dans son quotidien entêtant. « Moi aussi, dit-elle doucement, j'ai grandi entre deux boulots de ma mère, et j'ai appris à ne jamais demander, à ne jamais devoir. » Vincent la regarda sans rien dire. Pas de compassion, pas de pitié, juste une écoute pleine. « Alors pourquoi vous me laissez vous aider ?» reprit-il, presque dans un souffle. « Je ne suis pas sûr de vous laisser, pas encore, mais je commence à croire que ce n'est pas un piège. » Ils restèrent là longtemps, sans parler, le vent jouant doucement avec les feuilles autour d'eux. Ce silence-là n'était pas vide. Il était dense, peuplé d'histoires partagées, d'ombres communes. Et dans cette parenthèse, Camille comprit quelque chose de fondamental. Vincent n'était pas un riche en quête de rédemption. Il était un homme qui avait connu la même nuit, mais sous un autre angle. Et peut-être que cette reconnaissance silencieuse était le début de quelque chose qui ne s'écrivait dans aucun contrat. Le foyer Saint-Roch entrait dans cette phase de l'année où le froid commençait à s'immiscer entre les murs, malgré les tentatives des radiateurs à bout de souffle. Les résidents se blottissaient davantage sous leurs couvertures et les visites, déjà rares, se faisaient encore plus espacées. Camille, elle, se déplaçait d'un étage à l'autre avec sa rigueur habituelle, mais un changement subtil se lisait dans ses gestes, un relâchement de la tension, une forme de disponibilité nouvelle. Depuis sa conversation avec Vincent dans la cour du centre social, une complicité silencieuse s'était établie entre eux. Rien de spectaculaire, aucune déclaration, aucun renversement dramatique, mais un fil, ténu mais tenace, les reliait désormais. Ce matin-là, un événement imprévu allait mettre ce lien à l'épreuve. La direction de l'asile avait organisé, pour la première fois depuis plusieurs mois, une visite d'un groupe de mécènes potentiels, intéressés par le modèle de gestion humaniste récemment mis en place. L'un des nouveaux bénévoles, ignorant la discrétion que Vincent s'imposait, avait mentionné son nom au cours d'une discussion avec l'équipe administrative. En quelques heures, la rumeur avait circulé. Le nom de Vincent Marchand, ce nom qui, jusque-là, n'était qu'un murmure dans les coulisses, avait atteint des oreilles désireuses de prestige. La directrice, trop heureuse de pouvoir compter un nom aussi influent dans la liste de ses soutiens, avait discrètement glissé l'information dans les documents de présentation du jour. Elle ne voyait pas de mal à cela. Après tout, si un homme comme Vincent Marchand soutenait le foyer, cela légitimait tout leur travail. Camille n'en fut informée qu'en dernière minute, alors qu'elle aidait un résident à boutonner son gilet. Une collègue lui lança à mi-voix « Tu savais que le monsieur que tu vois parfois est dans le dossier des mécènes maintenant ? La directrice veut qu'il dise quelques mots tout à l'heure. » Camille laissa échapper une bouffée d'air contrarié. Elle sentit une tension grimper dans sa nuque, une colère sourde. Elle quitta la chambre, descendit les escaliers à grandes enjambées et arriva dans le petit salon où l'équipe préparait les chaises pour accueillir les visiteurs. Vincent était là, debout près de la fenêtre, vêtu de son manteau sombre, visiblement mal à l'aise dans cette ambiance solennelle. Elle l'approcha sans détour. « On ne devait pas parler de vous. C'était clair, non ?» Il lui répondit, d'une voix basse mais ferme. « Je n'ai rien dit. Je ne savais pas que mon nom avait été intégré à quoi que ce soit. Ce n'était pas mon initiative. Et pourtant, vous êtes ici. Vous allez parler, c'est ça? Expliquez comment. Vous nous avez sauvés avec vos dons? Offrir une belle histoire à raconter dans les rapports annuels ?» Il la regarda sans ciller. « Camille, je suis ici parce qu'on m'a invité. Je comptais rester discret. Et je ne dirai rien si cela vous dérange. Mais je refuse aussi de me cacher comme une faute honteuse. » Elle recula d'un pas, le cœur battant. Sa colère venait d'un endroit plus profond qu'elle ne voulait l'admettre. Ce n'était pas seulement le fait qu'on ait trahi un accord tacite, c'était la peur de voir leur lien transformé en vitrine, en anecdote édulcorée. C'était le sentiment que ce qu'ils construisaient, lentement, pouvait être englouti par les projecteurs. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Ce n'est pas juste une question d'anonymat, c'est une question de confiance. J'ai mis du temps à croire que vous ne cherchiez rien en retour. Et maintenant, vous voilà, au milieu d'un décor où tout le monde veut une part de votre nom. » Il inspira lentement, puis s'approcha, baissant la voix. « Je comprends plus que vous ne croyez. Je sais ce que c'est que de ne pas savoir à qui faire confiance, mais je vous ai respecté à chaque étape. Je ne cherche pas à être vu, et je ne suis pas venu ici pour être applaudi. » Elle le fixait, bouleversée. Les visiteurs commençaient à arriver,
Des murmures s'élevaient dans le couloir, la directrice faisait les présentations avec empressement. Camille, sans un mot de plus, quitta la pièce. Elle monta sur le toit, un endroit peu connu des résidents, un petit espace nu où l'on pouvait voir la ville s'étendre au loin. Elle resta là un long moment, les bras croisés, regardant le gris du ciel. Plus tard, elle descendit. L'événement était terminé. Les chaises avaient été rangées, le salon nettoyé. Vincent était parti. Il n'avait pas parlé. Il avait tenu parole. Elle trouva sur son casier une note manuscrite, glissée sans enveloppe. « Je n'ai rien dit. Et je ne dirai rien, sauf si vous me le demandez. V. » Elle rangea le mot dans sa poche sans le lire une deuxième fois. Cette journée avait fissuré quelque chose entre eux. Mais dans cette fissure, une lumière nouvelle apparaissait. La tension entre eux n'était pas une fin, c'était une épreuve. Et parfois, ce sont les épreuves qui révèlent la solidité d'un lien. Mais pour le savoir, il faudrait que l'un des deux ose faire un pas de plus, ou bien que le silence continue, jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Le silence entre Camille et Vincent, depuis l'incident de la présentation au foyer, n'était pas un silence vide, mais un espace chargé. Chargé de questions suspendues, de regrets non exprimés, et de cette gêne subtile qui naît lorsque deux personnes, pourtant proches, ne savent plus comment se rejoindre sans heurter ce qu'elles ont tenté de construire. Camille ne savait pas si elle devait lui écrire, l'appeler ou simplement attendre qu'il fasse un nouveau geste. Mais les jours passaient et aucune nouvelle ne venait. L'hiver se rapprochait. Les arbres perdèrent leur feuillage et les matins devenaient plus rudes, plus sombres. Au foyer Saint-Roch, la vie suivait sa cadence, mais dans le regard de Camille, quelque chose s'était figé. Elle se concentrait sur son travail avec une intensité presque excessive, comme pour combler ce vide qui s'était installé. Elle passait plus de temps avec les résidents, prolongeait ses tournées, s'occupait des détails que d'autres délaissaient. Une sorte de fuite peut-être, une manière d'éviter de penser à ce qu'elle avait ressenti sur ce toit lorsqu'elle avait pris conscience de la fragilité du lien qui l'unissait à Vincent. Mais un matin, alors que Camille entrait dans le foyer par la porte de service, elle aperçut un attroupement inhabituel dans le hall. Des rires, des exclamations étonnées, des voix qu'elle n'entendait jamais avec cette vivacité. Elle se faufila discrètement à travers le couloir, puis s'arrêta net. Au milieu de la salle commune, vêtu d'un simple gilet et d'un pantalon de travail, Vincent se tenait penché sur un chariot de soins. À ses côtés, une aide-soignante lui montrait comment changer un pansement. Il écoutait, appliqué sans détourner les yeux. Autour de lui, des résidents le regardaient avec curiosité. Certains osaient lui parler, d'autres riaient de le voir maladroitement manier les outils qu'ils associaient d'ordinaire à Camille ou à ses collègues. Il n'était pas là en visiteur. Il était là comme l'un d'eux. Il ne supervisait pas, il ne dirigeait pas. Il exécutait sans chercher à se faire remarquer. Camille resta un long moment à observer la scène sans intervenir. Elle voyait Vincent sous un jour nouveau. Il n'était pas venu pour réparer une erreur. Il n'était pas revenu pour se faire pardonner. Il avait simplement choisi d'être là, présent, utile, concret. Ce qu'aucune lettre, aucun don, aucune conversation n'aurait pu accomplir, il le faisait en silence, par ses gestes. Ce jour-là, il resta toute la matinée. Il aida à porter les plateaux du déjeuner, plia du linge propre, s'occupa d'un fauteuil cassé qu'il répara avec des outils trouvés dans une remise. Les résidents l'adoptèrent rapidement, le surnommant « le monsieur qui sait tout faire ». À aucun moment il ne fit mention de son nom, de ses fonctions, ni de sa fortune. Et personne ne le lui demanda. Dans ce lieu où l'on ne valorise que la constance et l'attention, il était à sa place. À la pause de midi, alors qu'il sortait dans la cour arrière pour respirer un peu, Camille le rejoignit sans prévenir. Elle s'approcha doucement, les mains dans les poches, le regard droit. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle sans agressivité, mais sans douceur non plus. Vincent haussa les épaules, les yeux fixés sur le ciel couvert. « Parce que je ne veux pas que notre dernier souvenir soit une dispute dans une pièce trop éclairée. Parce que j'ai lu quelque part que le respect, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète. » Elle le regarda longuement, puis s'assit sur le muret à côté de lui. Elle ne savait plus très bien ce qu'elle attendait de lui. Peut-être rien, peut-être juste ça, un silence partagé qui ne soit pas un éloignement, mais une présence. « Tu n'as pas à te prouver, murmura-t-elle. Je sais.
Mais parfois, ce n'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est pour soi-même. Elle baissa les yeux, troublée. Elle repensa à leur première rencontre, cet instant absurde où tout avait commencé par un malentendu. Et elle réalisa que ce qu'elle avait d'abord pris pour une intrusion était devenu peu à peu une proposition de lien. Pas une promesse ni une dépendance, juste un lien. Au cours des semaines suivantes, Vincent continua de venir. Pas tous les jours, pas de façon spectaculaire, mais régulièrement avec constance. Il devint une silhouette familière, un homme qu'on appelait quand une chaise grinçait ou qu'un meuble avait besoin d'être réparé. Il partageait les repas, riait avec les anciens, écoutait les histoires que personne n'écoutait plus. Il n'était pas parfait. Il ne savait pas toujours comment parler aux résidents les plus fragiles. Il faisait parfois tomber une pile de serviettes ou renversait un verre. Mais il était là. Et pour Camille, cela suffisait. Ce qui s'était construit entre eux ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Il n'y avait pas eu de grands bouleversements, de déclarations enflammées, de ruptures tragiques. Il y avait eu, au contraire, une série de choix calmes, de gestes justes, de silences pleins. Et ce jour où il était revenu, les mains tachées, de peinture, prêtes à recommencer, avait marqué un tournant. Non pas parce qu'il avait changé les choses, mais parce qu'il s'était changé lui-même. Dans les yeux de Camille, ce n'était plus le millionnaire qui apparaissait, ni l'homme discret aux cartes manuscrites. C'était quelqu'un de présent, dans toute l'acceptation du terme. Quelqu'un qui n'attendait rien, mais qui offrait tout ce qu'il pouvait donner. Et dans cette offrande silencieuse, elle avait trouvé ce qu'elle n'osait plus espérer, une forme de confiance qui n'avait pas besoin d'être nommée pour être réelle. Ce fut une journée ordinaire, du moins en apparence. Le vent soufflait avec plus de mordant que les jours précédents, annonçant l'arrivée imminente de l'hiver. Le ciel était d'un gris uniforme, sans la moindre faille pour laisser passer un rayon de lumière. Au foyer Saint-Roch, les rideaux restaient tirés plus longtemps, et les couloirs étaient envahis par une chaleur sèche et lourde, produite par les radiateurs poussés au maximum. Les résidents portèrent leurs gilets les plus épais et demandaient des tisanes plus souvent qu'à l'accoutumée. Camille, comme toujours, veillait au bon déroulement de chaque geste, de chaque soin, mais un calme particulier semblait habiter son visage. Vincent était venu ce jour-là comme à son habitude, vêtu de son manteau sombre, les manches déjà retroussées avant même d'entrer. Il s'était joint à l'équipe sans attendre, aidant à transférer un résident entre deux fauteuils, distribuant les plateaux, participant au rangement des salles. Il était devenu un élément de cet équilibre précaire qui régissait la vie du foyer, et sa présence n'était plus questionnée. Il ne dérangeait plus. Il appartenait, tout simplement. Mais ce soir-là, quelque chose de différent flottait dans l'air. Camille l'avait ressenti dès qu'il avait franchi la porte. Pas dans son comportement, toujours discret, ni dans ses mots, toujours mesurés. Mais dans ce silence entre eux, devenu plus dense, moins chargé de doute, plus chargé d'attente. Comme si tout ce qu'ils avaient accumulé en gestes retenus et en paroles différées arrivait à son seuil. Ce moment précis où l'on ne peut plus reculer sans renoncer à ce que l'on n'a pas encore nommé. La journée se termina sans incident dans la lumière jaune des couloirs. À 19h passées, les résidents s'étaient installés devant leurs émissions du soir, certains somnolaient déjà dans leurs fauteuils. Les soignants prenaient leur pause ou terminaient les derniers relevés. Camille fit un dernier tour, saluant doucement les visages qu'elle connaissait par cœur, vérifiant une couverture ici, ajustant une perfusion là. Puis, elle descendit au rez-de-chaussée, là où la lumière naturelle s'estompait derrière les vitres embuées. Vincent était dans le hall, adossé au mur près de l'entrée, le regard posé sur l'extérieur. Il ne parlait pas, n'attendait rien, mais il ne partait pas non plus. Camille s'approcha, ses pas résonnant doucement sur le carrelage. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui. Il tourna la tête lentement, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait pas de tension, pas de gêne, juste une vérité nue qui ne demandait plus à être dissimulée. « Tu restes là, dit-elle à mi-voix, presque un souffle. « J'attendais de te dire bonne nuit, répondit-il sans détourner les yeux. Elle hocha la tête. Il n'y avait plus de barrière, plus de prudence exagérée, plus de peur d'être vu ou jugé ou interprété. Tout ce qui devait être dit avait déjà été exprimé autrement, par les allers-retours silencieux, par les réparations discrètes, par les mains tendues sans exigence. Et dans ce moment suspendu, Camille fit un pas. Un seul,
et puis un autre. Et lorsqu'elle arriva face à lui, elle leva les bras, lentement, sans hésitation. Elle l'enlaça, sans confusion, sans maladresse. Ce n'était pas un réflexe ni un accident. Ce n'était pas une erreur de personne. C'était une réponse, un choix. Les bras de Vincent se refermèrent sur elle avec une douceur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ils restèrent là un long moment, dans cette étreinte qui ne demandait rien, qui ne promettait rien, mais qui affirmait tout. Le monde autour d'eux continua de tourner. Les tramways passaient au loin. Les infirmiers discutaient dans les étages. Les néons grésillaient doucement. Mais entre eux, le temps semblait suspendu. Camille ferma les yeux. Elle sentit sa respiration se caler sur celle de Vincent, lente, régulière. Elle sentit ses mains dans son dos fermes et tranquilles. Elle sentit, pour la première fois, qu'elle n'avait plus besoin de parler pour être entendue, que tout ce qu'elle avait contenu jusqu'à présent pouvait exister, simplement, là, dans la chaleur de cette présence. Lorsqu'ils se détachèrent, ce fut sans précipitation, sans gêne. Un relâchement naturel, comme un accord tacite entre deux êtres qui se reconnaissent enfin. Vincent ne dit rien, Camille non plus. Mais dans leur regard, il y avait cette clarté qu'aucune explication ne pouvait égaler. Elle lui toucha le bras, doucement. « Tu peux rentrer maintenant ?» dit-elle. Il sourit, léger, sincère. Il hocha la tête, puis se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Leurs yeux se croisèrent une fois de plus. Rien ne fut ajouté. Lorsqu'elle resta seule dans le hall, Camille se sentit apaisée. Pas exaltée, pas bouleversée, mais profondément calme. Ce calme rare, presque sacré, que seuls les gestes vrais peuvent engendrer. Et c'est dans ce silence, au seuil de la nuit, qu'elle sut que leur histoire n'était plus une suite d'accidents ou de hasards. C'était une construction, lente, solide, authentique. Et qu'à partir de ce soir, tout pouvait commencer. Quelques mois avaient passé depuis ce soir d'hiver où Camille et Vincent s'étaient retrouvés dans le hall du foyer Saint-Roch et s'étaient enlacés sans parole, sans explication, comme deux fragments longtemps séparés qui retrouvaient soudain leur cohérence dans l'autre. Le printemps, enfin, avait commencé à se frayer un chemin dans les ruelles de Paris. Les bourgeons s'ouvraient sur les arbres du boulevard de Charonne et les cafés retrouvaient le tintement familier des cuillères contre la porcelaine. Camille marchait d'un pas tranquille, les mains dans les poches de son manteau clair, ses yeux balayant les étals colorés d'un marché de rue dans le quartier de Belleville. À ses côtés, Vincent tenait un petit sac en toile où s'amoncelaient quelques fromages fermiers, des pommes rouges brillantes et une miche de pain ronde. Ils ne se tenaient pas par la main. Ils n'en avaient pas besoin. Leur proximité n'avait rien de démonstratif. Elle se lisait dans les silences partagés, dans la manière qu'ils avaient de se tourner vers les mêmes étals, dans la simplicité avec laquelle ils échangeaient un regard pour confirmer un choix ou une envie. Ils n'avaient jamais parlé de ce qu'ils étaient. Il n'y avait pas eu de conversation officielle, pas de déclaration posée. Leur lien s'était établi sans nécessité de définition. Il existait, palpable, indiscutable. Le foyer Saint-Roch avait changé. Les améliorations, amorcées par les dons anonymes de Vincent et consolidées par une nouvelle politique de gestion que Camille avait contribué à redessiner, avaient apporté leurs fruits. Une équipe plus soudée, des installations modernisées, un rythme de travail plus humain. Mais plus encore, c'était l'atmosphère qui avait évolué. Moins de résignation, plus de chaleur. Les résidents riaient davantage. Les soignants prenaient leur pause sans se sentir coupables. Et dans ce mouvement lent mais réel, Camille s'était peu à peu affirmée comme une présence incontournable, une voix écoutée, respectée. Elle n'avait pas quitté son poste. Elle n'envisageait pas de le faire. Vincent ne lui avait jamais demandé de le suivre ailleurs, ni de changer de vie pour lui. Et c'était précisément cela qui avait permis à leur histoire de prendre racine. Aucune attente imposée, aucun sacrifice exigé, seulement la possibilité de marcher ensemble, à leur rythme, en respectant les contours de l'autre. Ce matin-là, dans la foule paisible du marché, ils croisèrent un vieil homme jouant de l'accordéon sur un trottoir. La mélodie, simple et mélancolique, évoquait les dimanches d'autrefois. Vincent s'arrêta un instant, tendit une pièce avec discrétion. Camille, elle, observait les passants qui s'arrêtaient, certains souriants, d'autres indifférents. Puis elle tourna la tête vers la ruelle adjacente
étroite, pavée, bordée de murs colorés par les graffitis. Elle plissa les yeux. « Tu vois cette rue » demanda-t-elle. Vincent suivit son regard. « Celle où tout a commencé » répondit-il, devinant déjà la réponse. « Oui, c'est là que je t'ai embrassé sans le vouloir. » Il sourit doucement. « Et moi, je ne me suis jamais senti aussi vu. » Ils se dirigèrent lentement vers cette ruelle, comme on revient sur les lieux d'une scène fondatrice. Rien n'avait changé, les pavés disjoints, l'ombre fraîche entre les bâtiments, l'odeur d'humidité mêlée à celle du pain du coin de la rue, mais tout avait changé en eux. Ce qu'ils portaient, maintenant, n'était plus fait d'hésitation ni de méfiance. C'était un quotidien en construction, sans précipitation, avec la tendresse des choses durables. Arrivée à l'angle, Camille s'arrêta. Elle posa la main sur le mur à l'endroit exact où elle avait heurté Vincent ce matin-là. Elle ferma les yeux une seconde, puis se tourna vers lui. « Tu sais, je continue de penser que je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Et moi, dit-il en s'approchant, je continue de penser que personne d'autre n'aurait pu me trouver à ce moment-là. » Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne firent pas de promesses. Ils restèrent simplement là, au milieu de la ruelle, entourés par les échos de ce passé commun qu'ils avaient transformé en point de départ. Un passé qui aurait pu rester une anecdote gênante, une rencontre ratée, mais qui s'était mué en lien profond, sans que personne ne force le cours des choses. Un enfant passa en courant entre eux, tenant une baguette de pain plus longue que lui. Une femme le suivait de loin, essoufflée, en riant. Camille et Vincent échangèrent un regard complice. La vie continuait toujours, mais désormais, elle avait une autre couleur, moins dure, moins grise. Ils reprirent leur marche côte à côte, le pas aligné. Le marché s'éloignait derrière eux, le sac en toile balançait doucement au rythme de leurs mouvements. Et, dans cette simple avancée, il y avait la promesse non dite d'un futur construit sur des fondations solides. La patience, la vérité, l'écoute. Rien d'extraordinaire en apparence, mais dans un monde saturé de gestes vides, c'était précisément cela qui rendait leur histoire unique. Ils s'enfoncèrent dans la ville, porteurs d'un secret doux, d'un respect partagé, d'un avenir sans fracas mais plein de lumière. Et sur ce chemin qu'ils traçaient ensemble, chaque pas confirmait ce que Camille avait fini par comprendre. Elle l'avait peut-être enlacé par erreur, mais ce qu'ils avaient bâti depuis n'avait jamais été aussi juste.